avec l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Ouverture ce samedi à Dakar du 15e sommet de la francophonie, un sommet international aux multiples enjeux. Nous verrons tout cela dès le début du journal. En Égypte, la justice abandonne les charges de complicité de meurtre contre l'ancien président Hosni Moubarak, mais l'ex-raïs devrait rester en prison pour une autre affaire de corruption. Nouvelle manifestation vendredi contre le gouvernement en Haïti. Des milliers d'Haïtiens réclament des élections et la démission du président Michel Martelly et de son premier ministre Laurent Lamothe. Voilà pour le sommaire. C'est donc parti pour le 15e sommet de la francophonie ouvert ce samedi à Dakar au Sénégal. Des délégations et des chefs d'État sont présents dans la capitale sénégalaise. Une cérémonie officielle dans une ambiance générale, comme nous retrace ici nos correspondants et envoyés spéciaux à Dakar, Oussouf Diagola, Mamadou Ndiaye, Antomar et Souleymane Anne. Toute la communauté francophone a répondu présent à ce 15e sommet de la francophonie qui s'ouvre ici à Diamniadio. Un spectacle riche en couleurs pour entamer tout en beauté cette fête de la diversité. Au président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, de souhaiter la bienvenue à ses invités. 77 chefs d'État et de gouvernement qui viennent prendre part aux réflexions. Une fête qui fait également place à une pensée pieuse aux valeureux soldats français et africains tombés au champ d'honneur au nom de la liberté. Sommet qui enregistre également une forte représentation de la presse nationale et internationale, 900 journalistes accrédités. Le 15e sommet de la francophonie se tient donc dans un contexte particulier, martèlent les différents chefs d'État qui ont eu à se prononcer lors de cette cérémonie officielle d'ouverture. Les discussions vont se poursuivre en séance plénière. Au menu des débats, il y aura la situation politique internationale, la longévité des chefs d'État. Il y aura également les modifications constitutionnelles, le tout coiffé par un thème central, femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Nous sommes ici au Centre international de conférence de Dakar, désormais qui porte le nom de Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie. Voilà au menu des sujets abordés par les chefs d'État et de gouvernement présents dans la capitale sénégalaise. Il y a bien sûr la succession d'Abdou Diouf, mais surtout la modification constitutionnelle. François Hollande a attiré l'attention des chefs d'État africains. Écoutons Mamadou Issoufou, le président du Niger. Je suis tout à fait d'accord avec cette prise de position du président français par rapport à la démocratie, par rapport à la nécessité de respecter les règles de jeu constitutionnelles dans tous les pays de l'espace francophone. Est-ce que vous êtes favorable à une limitation des mandats à 2, par exemple, comme le suggère le président Diouf? Oui, absolument, je suis tout à fait favorable. C'est le cas au Niger. Au Niger, les mandats sont limités à 2. Je pense que exercer le pouvoir pendant 5 ans, pendant 10 ans, c'est largement suffisant pour faire ses preuves. On n'a pas besoin de rester un siècle au pouvoir pour apporter sa contribution au développement de son pays. À nouveau, l'horreur au Nigeria, au moins 203 personnes tuées, plus de 300 blessés. Hier, dans un double attentat suicide et une attaque commando dans une mosquée de Kano dans le nord du pays. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais il pourrait porter la marque de la secte islamiste Boko Haram. À l'intérieur de la mosquée de Kano, ce samedi matin, des impacts de balles et des traces de sang témoignent d'un véritable massacre. Sur cette vidéo amateur, on entend des tirs au loin résonner et la panique s'emparer des habitants de cette petite ville commerçante au moment de cet attentat kamikaze. Les fidèles qui tentaient de fuir la mosquée ont été mitraillés ensuite par une quinzaine d'hommes armés, vraisemblablement de la secte Boko Haram. Les morts et les blessés ont été entassés ici, pêle-mêle, dans cet hôpital débordé. On n'est pas du tout en sécurité ici. C'est pour cela qu'ils ont frappé un grand coup. Tous les habitants ont laissé leurs biens, abandonné leurs maisons, ils se sont enfuis. Il n'y a pas de sécurité ici. Des habitants qui fuient la terreur imposée par Boko Haram pour rejoindre les camps de réfugiés tout proches au Niger, juste à la frontière. Sauf que la psychose s'est emparée aussi du pays voisin. La sécurité a dû être renforcée à Bosso et Difa. Par peur d'attentats, les habitants partent là où les réfugiés nigérians affluent.
On est vigilant. La frontière, à un moment donné, elle est un peu virtuelle. Et ce sont les mêmes populations qui proviennent des mêmes ethnies. Il n'y a pas une différenciation. Beaucoup de gens ne sont pas porteurs de papiers. On est conscient qu'il y ait possiblement des infiltrés parmi les gens qui passent la frontière. Boko Haram, c'est surtout eux. Niger, Tchad et Cameroun sont désormais clairement visés par le chef de Boko Haram qui promet d'étendre son combat en dehors du Nigeria. La semaine dernière, lors de sa visite dans la région, le Premier ministre français Manuel Valls était venu saluer l'engagement et le courage du Niger. Ou l'importance d'une parfaite coopération des armées à travers l'opération Barkhane pour lutter efficacement contre d'un côté les djihadistes proches d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, de l'autre, plus au sud, les combattants de la secte Boko Haram. Je n'ai rien fait de mal, ce n'est pas moi qui l'ai dit, et bien sûr c'est l'ancien chef d'État égyptien Hosni Moubarak, quelques heures seulement après avoir été acquitté des complicités, des charges qui pesaient contre lui pour complicité des crimes lors des événements de 2011. Hosni Moubarak devrait cependant rester en prison pour une autre affaire de corruption. Scène de colère et de désespoir à l'annonce du verdict de l'ancien Raïs. Le tribunal acquitte l'ex-président Hosni Moubarak. Il est reconnu innocent des charges de complicité pour le meurtre de 846 manifestants pendant la révolution de janvier 2011. Une affaire pour laquelle il avait été condamné à la prison à perpétuité lors d'un premier procès annulé pour des raisons techniques. Les charges de corruption qui pesaient sur lui sont également abandonnées, tout comme pour ses deux fils, Allah et Gamal. Autant dire que ce verdict ravit les fidèles de celui qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans. Je suis extrêmement contente de la justice égyptienne aujourd'hui. Je remercie Dieu pour l'indépendance de la justice que personne n'a influencée. La justice égyptienne est indépendante et je lui lève mon chapeau. Chapeau à la justice. Grâce à Dieu, il a gagné et la vérité a été révélée. Dans cette Égypte reprise en main par l'armée, l'ancien chef d'État n'est pas le seul blanchi par la Cour. 7 autres hauts responsables de la sécurité, et parmi eux l'ancien ministre de l'Intérieur, sont également acquittés. Devant le tribunal, les parents des victimes du 25 janvier 2011 s'insurgent et dénoncent une justice qui n'a de juste que le nom. Il n'y a aucune honnêteté dans le système judiciaire égyptien. C'est ce que montre l'acquittement de cet homme. Qui a tué ces gens? Personne n'a été tué le 25. Qui les a tués? Le jugement doit encore être confirmé en cassation. Hosni Moubarak reste toutefois en détention. Il purge une peine de 3 ans dans le cadre d'une autre affaire de corruption. On s'achemine peut-être vers un printemps haïtien. Hier vendredi, des milliers d'Haïtiens sont descendus dans la rue pour réclamer la démission du président Michel Martelly et de son premier ministre Laurent Lamotte. Mais également, les manifestants exigent la tenue d'élections dans le pays. Pour calmer les manifestants, Michel Martelly a annoncé une série de mesures. Ils marchent au rythme de leurs revendications. Depuis plusieurs jours, la voix du peuple haïtien porte dans les rues de Port-au-Prince. Et le couplet est toujours le même. Démission du pouvoir. Le refrain est lui nominatif. Abba Martelly, Abba Lamotte, chef de la corruption. Je dis à nous prendre béton pour nous renouveler volonté nous encore une fois, pour nous dire président Martelly nous pas avec, pour nous dire Laurent Lamotte nous pas avec. Seule solution pour Haïtiens unis ensemble, c'est deux Martelly, deux Lamotte et libération de tous prisonniers politiques. Quel que soit côté monde dans la prison pour l'opinion politique là, nous demandons la libération sans condition. Et en décembre, pour voir le bonheur pour Martelly qui devait à toute Laurent à droite. Un exécutif sourd pour l'instant aux revendications de la rue. Le président Martelly gagne du temps depuis son coup d'éclat du 26 octobre dernier et le report des élections législatives et municipales. Depuis, la crise politique est ouverte, car le mandat du Parlement actuel prend fin le 12 janvier prochain. Les partis d'opposition craignent qu'à cette date, le président ne décide de gouverner seul, par décret. Une prise de pouvoir non démocratique, anticonstitutionnelle selon eux. De son palais présidentiel, le président Martelly observe les soubresauts de son peuple. Hier vendredi, il a annoncé la formation d'une commission composée de personnalités pour étudier une solution de sortie de crise. Mais cela suffira-t-il à faire taire les revendications? Fin hier vendredi à Bamako, Mali, de l'atelier de validation de stratégie de développement de l'économie numérique. Après 2 jours d'échanges, société civile
Les participants de la société civile et experts ont apporté plusieurs recommandations au document. Voyons tout cela avec Aminata Mariko et Daouda Doumbia. Ces documents de 64 pages dénommés Mali numérique 2020 comprenant les axes stratégiques du développement durable de l'économie numérique à l'horizon 2020 a été l'objet de 2 jours d'échanges entre les représentants des différents départements ministériels, des partenaires techniques et financiers, des opérateurs des services de télécommunications, la société civile et le secteur privé opérant dans le domaine d'éthique. Nous avons produit un document malien. Maintenant, nous demandons que ce document soit consommé malien. C'est-à-dire que toutes les dispositions soient prises par l'ensemble des parties prenantes pour la mise en œuvre de ce plan qui est vraiment ambitieux. Il y a beaucoup de demandes qui ont été vraiment touchées. Les groupes de travail ont travaillé suivant les différents axes qui ont été déterminés, 2 axes par groupe de travail. Et dans chaque groupe de travail, on a mis l'accent en passant en revue toutes les initiatives. Et les gens ont été tellement loin qu'ils ont passé en revue toutes les actions qui sont au nombre à peu près de 66 dans le document. En s'appuyant sur le numérique, le Mali veut atteindre les objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2020. L'engagement du secteur privé est donc nécessaire. Pour cela, des projets dans le domaine des technologies ont été présentés au public, dont la société TNT Sat Africa, plateforme satellite installée en Afrique francophone au sud du Sahara et basée à Bamako. Là, nous, ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est en projet, c'est quelque chose qui existe. On est dans la formation, on a développé les récepteurs, on avance avec ça. Ça a été pris en compte que, effectivement, c'est aussi une plus grande industrie, ou sinon une aussi grande industrie que Internet, la télévision numérique. Parce qu'aujourd'hui, on va carrément en convergence. Et comme vous voyez les opérateurs, ce qu'on appelle le AAA, l'OTT, c'est la télévision vient avec Internet, avec la téléphonie. Aujourd'hui, avec TNT-SAT, on a Internet dans les villages, une plaque solaire, on a le téléphone, on a 42 chaînes. On ne peut pas mettre ça à côté et on ne peut pas négliger cette industrie. Satisfait de la qualité des débats et des recommandations formulées, le ministre de tutelle assure les participants. Vous pouvez être sûr que nous prendrons bonne note de toutes ces recommandations, que celles qui nous paraîtront les plus pertinentes seront prises en compte, mais sachez surtout que c'est un processus. La stratégie sera validée, mais ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire que d'autres idées peuvent naître, d'autres idées peuvent venir enrichir le document, et c'est pourquoi nous comptons sur vous encore et encore. Le ministère malien de l'économie numérique, de l'information et de la communication soumettra au gouvernement ce document de stratégie nationale de développement de l'économie numérique avec les recommandations issues de cet atelier. Première journée nationale de pratiques sportives au Mali. Le lancement a eu lieu ce samedi sur le boulevard de l'Indépendance de Bamako, une initiative du ministère de Sport. C'était en présence du Premier ministre et de plusieurs autres personnalités. Reportage Abdoulaye Maïga, Daouda Doumbia, commentaire Albertine Dotsi. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est avant tout pour répondre à cet adage populaire que les autorités maliennes ont initié la journée nationale de pratiques sportives. Ce samedi 29 novembre a vu le lancement officiel de la dite journée. J'ai pu vous dire qu'aujourd'hui, c'est dans toutes les régions du Mali que cette pratique, en tout cas, a été lancée. Donc désormais, tous les derniers samedis du mois, donc cette pratique sportive sera renouvelée. La journée nationale de pratiques sportives revêt également un caractère rassembleur. Elle pourrait être un facteur de cohésion sociale, comme a tenu à le souligner le Premier ministre malien Moussa Mara, qui a personnellement pris part à cette activité. Vous le voyez ici, la pratique sportive en masse, ça crée un mouvement populaire, ça crée un engouement. Le vivre ensemble se consolide. Vous avez le Premier ministre, le ministre, des anciens sportifs, des sportifs, des citoyens lambda qui se côtoient dans un naturel tout à fait positif et autant de choses que seul le sport est en mesure de créer. Après une marche qui a conduit les participants de la place de l'Indépendance au monument de l'Hippopotame, place à une série d'exercices physiques notamment, rotation de chevilles, d'épaules, arrière de tranche et autres. Voir que les plus hautes autorités de ce pays sont en train de démontrer l'importance du sport à tous les citoyens, ça c'est une fierté. C'est donc nous faciliter la tâche des jeunes que nous sommes en train de former, parce que ce sont eux qui seront chargés alors de les prendre en charge. Donc c'est un sentiment de fierté
vraiment de grande joie de la part vraiment donc nous sommes très contents. Les participants à cet événement sportif se sont donné rendez-vous pour le dernier samedi du mois prochain. Voilà, le sport coûte moins cher qu'acheter des médicaments, dit-on. Voyons à présent ce qui fait les réseaux de l'actualité en bref et en image, toujours avec Albertine Dotse. Le président nigérien Goodluck Jonathan a condamné ce samedi le terrible attentat de Kano qui a fait plus de 120 morts la veille devant la grande mosquée de la principale ville du nord du Nigeria. Qualifiant le double attentat suicide suivi de tirs contre les fidèles d'actes haineux et méprisables, il a demandé à l'armée de lancer une enquête complète et a promis de remuer ciel et terre contre les coupables. 2 personnes ont été tuées ce vendredi dans des manifestations, plus de 200 arrêtés et un général assassiné en Égypte, où des mouvements salafistes ont appelé à protester contre la destitution du président islamiste Mohamed Morsi il y a un an et demi. Le chef rebelle centrafricain Abdoulaye Miskin a été relâché de sa prison camerounaise moins de 48 heures après la libération du prêtre polonais Mateusz Dzik, retenu en otage pendant plus d'1 mois par ses hommes, a constaté un journaliste de l'AFP. Le Malawi a déroulé le tapis rouge pour Madonna. Le président Peter Mutharika saluant ce vendredi son œuvre de charité passionnée alors que la chanteuse américaine, mère de 2 enfants adoptés dans ce pays, s'apprête à financer une unité de chirurgie pédiatrique. 170 personnes ont été placées en observation au Bénin suite à l'identification de 14 cas suspects de fièvre de Lassa, un virus voisin d'Ebola dont 8 sont décédés, ont déclaré jeudi l'Organisation mondiale de la santé et les autorités béninoises. Au Niger, la promotion 2014 des étudiants en master du centre régional Agrimet a été distinguée hier soir à Niamey. Au total, ce sont 89 étudiants qui ont décidé de servir leur pays dans le domaine de l'insécurité alimentaire et de la lutte contre la sécheresse. Sarki Aboubakar Razagabashi avec notre bureau à Niamey. Au total, ce sont 49 étudiants au cycle Masters qui ont reçu leur diplôme de fin de formation dans 5 filières différentes. Master Changement climatique et développement durable, 23 diplômés. Master Protection durable des cultures et de l'environnement, 16 diplômés. Master Gestion durable des terres, 18. Master Sécurité alimentaire et nutritionnelle, 24. Et Master Gestion intégrée de ressources en eau et environnement, 8. Cette promotion 2014 du centre régional Agrimet, reconnu comme un centre d'excellence, porte le nombre de masters professionnels de 138 à 227. Soit au total 1284 étudiants formés depuis sa création, et ce, dans tous les cycles. Le travail accompli et vous exhorte à mettre en application les connaissances acquises durant votre formation. Je ne doute pas que vous serez à la hauteur. Cet exercice sera aussi la marque de la qualité de la formation reçue ici au centre régional Agrimet. Des étudiants visiblement émus mais surtout aptes à servir. J'ai reçu une bonne formation et je me sens capable de mettre en pratique l'expérience que j'ai eue durant ces 12 mois. On a eu une formation pratique suivie de 6 mois de stage avec des voyages d'études, donc des expériences diverses qui nous permettent d'être opérationnels donc aussitôt après la réception de ce parchemin. Vous voyez, si je rentre par exemple au Sénégal, automatiquement je pourrais m'insérer dans le monde socio-professionnel et pouvoir aider mon pays dans le domaine de la gestion durable des terres. Et nous pensons qu'au regard de l'ampleur de la formation acquise, nous sommes vraiment aguerris pour pratiquer le travail sur le terrain. Des 89 étudiants, 46% sont issus des services étatiques, 34% sont des jeunes diplômés, 11% issus des ONG, 7% des offices et agences et 2% de la recherche. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite des programmes, tout à l'heure, votre bulletin en anglais News of the Week. Juste après la suite de votre série Mission Impossible saison 5 et à 21h30 Afrique Info, première partie. Passez d'excellents moments en notre compagnie. N'oubliez pas demain, 19h, le débat du dimanche. C'est Koutangara et ses invités. À demain.
l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.